Allô à toutes avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pantoute, c'est comme quand quelqu'un prend la peine de te demander tes pronoms et accords avant de dire au monde entier à quel point tu lui tapes ses nerfs, mais au moins sans te mégenrer. Aujourd'hui, on poursuit notre bloc de 2 épisodes sur le soutien radical. On parle de la notion d'allié et de relation d'aide avec Pierrette Coulombe, une auteure prolifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après l'entrevue, on va continuer à parler de la notion d'allié et de comment mieux reconnaître les inégalités que cachent parfois nos postures privilégiées. Puis on va conclure avec une participation spéciale mais récurrente de Tout ou Pantoute revisité à la fin de l'épisode, une collaboration qui nous fait triper ben raide puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre. Tout ou pantoute, c'est bon d'un bout à l'autre, faut pas faire stop. On va commencer notre épisode drette là à la vitesse où les justifications viennent trop souvent remplacer les excuses qu'on doit aux personnes qu'on a blessées par ignorance. Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous écoutez Tout ou Pantoute. Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur 2 épisodes qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello, recherche philosophique, remise en question de tout, et l'autre plutôt créatif, artistique, féerique. Aujourd'hui, c'est Laurie qui prend le lead avec un épisode ancré dans son univers créatif et sensible. On part! Mais avant, side note, si jamais vous avez le goût de nous encourager financièrement puis d'avoir du bonus content, comme on dit en anglais, de tout ou pantoute, vous pouvez considérer vous abonner à notre Patreon au patreon.com/toutoutpantoute. Il y a des bonus régulièrement, puis on jase de qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de se dire dans les épisodes réguliers, ce qui est vraiment beaucoup d'affaires. Vous pouvez aussi nous faire des dons non récurrents si jamais vous avez peur de l'engagement, comme moi. Les liens sont dans les notes de l'épisode pour pouvoir faire ça. Puis si vous voulez juste nous écouter puis être là, ben c'est déjà vraiment génial. Puis merci de continuer à nous suivre. On est-tu prêt pour commencer? Go! Juste avant de commencer, j'ai envie de vous avouer que je suis un peu stressée de mettre les pieds dans les plats aujourd'hui en parlant de trucs qui sont un peu plus loin de moi que d'habitude. Je promets de faire de mon best, j'ai fait mes recherches, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je vais commencer l'épisode quand même en reconnaissant que j'ai vraiment beaucoup de privilèges, plusieurs que je partage avec toi aussi, Alex, je pense. Je suis blanche, je suis mince, issue d'une famille fonctionnelle, je passe comme cis et straight, même si je le suis pas, j'ai un bon réseau de soutien, je suis capable de me loger, nourrir ma famille. J'en ai pour les fins et les fous des privilèges, puis c'est justement pour ça que je trouvais important de parler de la notion d'allié, parce que je sais qu'une grande partie de nos auditeuristes sont pas mal privilégiés comme nous, puis que ces discussions-là, ils sont aussi importantes à avoir entre nous, parce qu'on a la tâche de swatcher pour essayer d'être meilleur, moins nuisible, puis de surveiller un peu plus activement nos biens conscients. Fait que, on se lance là-dedans. Avec bienveillance. Toujours. Je vais vous présenter donc l'entrevue d'aujourd'hui. On parle souvent de santé mentale à tout ou pantoute, d'oppression sexiste, de queerness, parce que c'est là que nos privilèges achoppent un peu. On a fait aussi des épisodes sur la charge émotionnelle et raciale des personnes noires, la discrimination envers les travailleuses du sexe, le dating pour les personnes en situation de handicap, puis plein d'autres enjeux. Mais notre invité du jour vit des situations particulières dont on n'a pas encore beaucoup parlé. En plus d'être une auteure plutôt prolifique dont les œuvres visent à favoriser le bien-être des personnes qui les lisent, il s'agit de Pierrette Coulombe. J'ai souvent parlé de la tendance qu'on a dans les milieux militants puis académiques à dismiss les discours de certaines personnes qui n'utilisent pas le même vocabulaire que nous ou qui expriment des idées qui diffèrent de par leur expérience de vie plus terrain qu'académique, mettons. C'est quelque chose que je trouve particulièrement déplorable puis contre quoi je me bats. Bref, comme j'ai pas de secret pour vous, je vous dis tout. Pierrette, c'est ma grand-mère. Elle est éloquente, lettrée, elle réfléchit beaucoup, elle écrit. On se rejoint sur certains points, sur d'autres pas vraiment, mais on arrive toujours à se parler respectueusement. Puis on a toutes les deux à cœur de vivre dans un monde toujours meilleur. Excusez pour la quétainerie, mais sûrement que vous êtes habitués. La recevoir ici aujourd'hui, c'est une occasion pour elle de participer à ce que je fais, puis pour moi de prendre le temps d'entendre son avis sur un sujet qui me touche personnellement. J'ose croire et espérer que cette discussion-là vous éclairera vous autres aussi. Alors, on y va! Yay!
Alors, bonjour Pierrette, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir pour parler de la notion d'allié parce que je sais que c'est quelque chose qui te représente, puis je suis contente d'en parler avec toi aujourd'hui. Bonjour Laurie, moi aussi je suis contente. Je vais me lancer tout de suite dans les questions pour que les auditeuristes apprennent à te connaître. J'avais envie qu'on commence simplement par une question. D'où te vient ton désir d'aider? Qu'est-ce que ça a influencé dans ta vie, ce désir d'aider-là? D'abord, moi je crois que mon désir d'aider, il appartient à mes racines. C'est comme une abondance que moi j'ai vécue dans l'enfance. C'est sûr que j'ai eu de la chance de vivre dans un bon milieu. C'est dans l'enfance, avec mes parents, que j'ai vu comment on peut aider des pauvres, puis tout ça, parce que mes parents s'engageaient. Puis moi, étant donné que je suis la plus vieille de la famille, j'ai appris à prendre soin de mes sœurs, mon petit frère. Ça l'a beaucoup influencé aussi, je pense, mes engagements. Une fois que j'étais adulte, j'étais engagée dans toutes sortes d'affaires. Adolescente, j'ai été responsable d'un carnaval, de toutes sortes d'affaires. Puis quand on était mariés, puis on avait des enfants, quand est arrivé le temps de l'école, les scouts, nous autres, on s'est engagés là-dedans pour qu'il y ait des scouts à Saint-Félicien. Puis après, je me suis engagée dans les couples en difficulté, toujours pour partager. Toujours pour partager. C'était fondamental en moi, là. Parce que d'abord, tout ce qui est injustice, ça me révolte. J'ai le frisson juste en parler, là. Moi, je suis pour un monde égal. Chacun a le droit au nécessaire. Absolument. Comme le sujet d'aujourd'hui, c'est la notion d'allié qui est quand même... depuis toujours, je pense que les gens s'entraident et s'allient les uns envers les autres, mais la notion d'allié en soi, c'est une notion dont on parle beaucoup ces temps-ci, mais je ne sais pas à quel point ça a toujours existé. Fait que je vais la rappeler. Un ou une alliée, c'est quelqu'un qui ne vit pas une certaine oppression, mais sur qui les personnes qui la vivent peuvent compter et avoir confiance. Une personne qui est suffisamment informée sur les enjeux vécus par le groupe envers qui elle est alliée pour comprendre l'ampleur des différentes manifestations de l'oppression et pouvoir les confronter aux besoins. Est-ce que toi, tu te retrouves dans cette notion relativement récente de la posture d'allié? Bien évidemment. Moi, je suis une femme qui s'allie facilement parce que, justement, je suis consciente des inégalités. On est toutes sur une même terre, une même famille, une même planète. C'est la famille humaine. C'est surtout ça. J'ai envie de retourner vers toi parce que, oui, tu as beaucoup aidé les gens autour de toi, comme tu disais tantôt, dans plein de contextes, autant adolescente qu'adulte, bref, dans tout ton parcours. Mais au quotidien, toi, tu vis avec certaines conditions qui sont souvent mal comprises de la société en général. Puis là, je vais diviser ma question en plusieurs volets. J'ai envie de te demander comment on peut, selon toi, être un ou une bonne alliée envers les personnes à mobilité réduite et envers les personnes vivant avec la surdité ou une perte d'audition partielle ou totale. D'abord, moi, je pense que la première qualité, c'est juste de savoir aimer un peu. Savoir aimer assez pour se mettre dans la peau de l'autre. Hein? Être à l'écoute, puis être attentive. Les autres ont des besoins, il n'y a pas juste moi qui ont des besoins. Si je suis attentive à moi, dans la situation que l'autre vit, ça me révèle mon besoin à moi, mon besoin humain, qui est aussi le même besoin que l'autre. Fait qu'à ce moment-là, savoir s'offrir, c'est se rapprocher. C'est s'approcher de l'autre qui me semble brimé dans son besoin essentiel. Je donne un exemple. Il suffit d'arriver près de l'autre puis de dire, parler en je m'excuse, est-ce que je pourrais t'aider? Est-ce que je pourrais te donner un petit coup de main? Parce que si vous demandez à l'autre, eh mon Dieu, t'as besoin d'aide, toi là? Oh, peut-être, ça fait pas. Parce que on y va avec un tu. T'as besoin, puis il n'y a pas personne qui aime avoir besoin devant tout le monde. Tu vas avoir une réponse, c'est non. De toute façon, qui sait qu'est-ce que l'autre a besoin? Ben oui.
Fait que l'écoute, ce serait ta première chose à retenir. L'écoute attentive, là. Pas juste voir pour voir, puis essayer d'aider, parce que là, je vais en parler plus loin, là. Aider, il faut que ça vienne du fond. Ouais. Une autre catégorie qui essaie de te recruter sans réussir, parce que veux-tu, on reste jeune de cœur longtemps dans notre famille, selon les exemples que j'ai. Mais bon, tu as accompagné et côtoyé plusieurs personnes un peu plus âgées, même en fin de vie. J'ai envie de te demander, c'est quoi qu'on doit savoir ou quelles sont les actions à privilégier ou à éviter pour être une bonne alliée envers les personnes âgées autour de nous? La sensibilité joue un grand rôle, hein? Parce que si on est indifférent, puis si on passe sans les voir, on verra rien, on verra même pas que l'autre a besoin. C'est la sensibilité qui va te guider un peu. Si tu es sensible, tu développes à ce moment-là un certain regard. C'est pas un regard négatif puis un regard de jugement. Non, c'est le second regard. Le second regard, c'est un regard de bienveillance, de compassion. J'aimerais pouvoir t'aider, tu sais, parce que là, mon cœur a mal de te voir, tu sais, dans le fond, c'est ça que ça veut dire, hein? Fait que moi, je pense que c'est très important de développer le regard. Jamais regarder avec indifférence. Tu sais, il y a des situations où on sent tellement la condescendance. Je vais te donner juste un exemple. J'étais en chaise roulante, ma sœur me poussait parce que je suis pas capable à cause de mes pieds, de marcher très longtemps. Fait que, au centre d'achat, je prends une chaise roulante. Mais il y a une personne qui me regarde, tu sais. Moi, je suis toujours assez bien maquillée, puis bien arrangée, puis tout ça. J'ai donc pas l'air de souffrir, hein? Bon. Fait que je sens tout de suite son regard qui juge, là. Je le sens, moi, le jugement, là, tu sais, là. Mais c'est comme ça, c'est ma réalité. Fait qu'on s'en va dans un magasin, puis là, je débarque de ma chaise pour aller regarder un vêtement, hein? Puis toucher les vêtements. J'allais pour m'acheter quelque chose. La madame en question, elle rentre dans le même magasin, puis elle me voit debout. On dirait qu'elle est fâchée. Comme si elle s'était fait prendre là. Mon Dieu, hein? Elle est debout, tu sais. Elle est handicapée, puis elle est debout. Bon. Son regard a changé sur moi, là. C'était incroyable, la condescendance, comment j'étais devenue une moins que rien. On le sent. D'où l'importance de considérer les gens avec le second regard dont tu parlais. Les gens qui regardent de haut, là, ben on le sent quand on est à la hauteur des fesses, tu sais. C'est clair. Parfois, c'est difficile d'être un ou une bonne alliée puis de soutenir adéquatement certaines personnes ou groupes de personnes autour de nous, pour plein de raisons. Selon toi, qu'est-ce qui peut biaiser notre approche ou nous empêcher de rester dans la bienveillance? C'est toujours le regard de jugement. On est habitué de regarder en jugeant, avec une pensée toujours négative sur les personnes, sur les autres. Mon Dieu, gordit la tricure. Mon Dieu, elle aurait pu faire ça autrement aujourd'hui. C'est le regard. Le regard de bienveillance. On l'a pas toujours. Je m'essaye avec une question qui me semble plus complexe puis sensible, mais vraiment importante. Comment on reconnaît que notre aide est plus aidante ou devient limitante ou nuisible à l'autre personne? Quand est-ce que c'est mieux de se retirer? Oh, ma chère Laurie, c'est tellement facile. C'est tellement facile parce que notre désir profond d'aider s'éteint. Parce qu'un désir profond d'aider, là, c'est une mission, puis c'est comme un feu dans le cœur. Quand t'as le feu d'aider, là, t'es capable d'être un bon aidant puis une bonne aidante. Mais il faut savoir reconnaître, ne plus avoir la force dans son corps, ne plus avoir d'élan, ne plus être intéressé. C'est comme si
la vie décolore ce qui nous faisait tant vivre avant. Là, c'est comme, oh non, ça devient terne. Alors, ça veut dire qu'on est rendu à la braise de notre feu, à notre cendre, puis il faut savoir accepter ça. Accepter ça. Il faut beaucoup se méfier du vouloir aider, parce que le vouloir aider, c'est un désir tenace qui vient de l'ego. Vouloir aider quand c'est plus le temps, quand c'est plus notre rôle, c'est un désir d'être utile, d'être valable, d'être reconnu. C'est donc important, tu sais, pour les personnes qui aident. Moi, j'appelle ça la différence entre les bénévoles et les missionnaires. Un missionnaire, ça a le feu au cœur, mais le bénévole, lui, a un désir d'aider. Il veut aider. C'est ta façon de... Le vouloir aider, c'est quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes et non pour l'autre, dans le fond, c'est ça? C'est pour se valoriser, être bien vu au niveau des autres, tu sais, bon. Ça a une certaine valeur, ça peut aider un peu aussi. Puis il y a des gens qui s'en aperçoivent pas, là. Mais moi, je vous le dis, là, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut aider, là, puis quand est-ce que c'est bon d'arrêter. Là. Parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui était dans sa fin de mandat. Elle n'avait plus le feu, cette personne-là, pour aider, mais elle voulait tellement être embarquée dans l'aide humanitaire que là, elle ramait pour être capable d'être dans le bon bateau. Parce que ça nourrissait son image. Ouais. Idéalement, on n'est pas dirigé par notre image, mais bien par un réel désir que l'autre personne soit mieux. Ouais. Je vais me diriger vers l'art parce que t'es pas uniquement ma grand-mère, tu es aussi une autrice. Je sais pas quel mot tu préfères. J'aime mieux le mot auteur, mais ça fait rien. Que ce soit autrice ou auteur, l'important, c'est d'écrire des livres. Mais comme tu préfères auteur, je vais utiliser auteur. Comme tu es auteur et que je connais ton amour des mots d'assez près pour en avoir hérité, j'ai envie d'aborder avec toi une question qui revient de plus en plus souvent dans les milieux militants à propos de cette fameuse notion d'allié. Plusieurs communautés considèrent qu'on devrait mettre de côté l'idée d'être une alliée et prioriser l'utilisation du verbe s'allier, qui relève d'un choix actif, puis qui laisse transparaître que les luttes sont dirigées par les personnes concernées et soutenues par les gens qui s'y allient, puis qui réfute un peu l'idée qu'être allié de quelque chose, c'est une identité en soi qu'on performe de façon constante. Est-ce que ce questionnement-là résonne pour toi? Est-ce qu'une des deux formulations te semble plus à propos? Mais hein, Laurie, c'est incroyable comme là, tu m'as fait faire une différence, là. Moi, là, être un allié, là, une alliée, là, ça me rejoint pas du tout. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Puis c'est là que je laisse la place à ceux qui veulent aider, tu sais. Moi, là, s'allier, là, ça me semble plus juste, plus englobant, plus unité, tu sais. Être un allié, ça marque une distance avec le groupe, on dirait. S'allier, c'est s'intégrer. C'est devenir, c'est entrer dedans. Allier, là, quand tu allies des métaux ensemble, ils rentrent un dans l'autre, là, tu sais, là. C'est comme devenir avec eux, devenir fort ensemble. C'est très, très, très différent de s'allier. C'est beau quand tu dis les métaux qui s'allient deviennent un, mais il y a aussi moyen de s'allier puis de rester en dessous pour que ce qui chaîne autour, ce soit les personnes qu'on essaye d'aider. Ouais. J'ai envie qu'on continue sur ta création artistique parce que tu es auteur de plusieurs livres maintenant. Corrige-moi si je radote, mais j'oserais dire qu'au moins 2 de tes ouvrages sont clairement nés d'une volonté d'aider les lecteurs et les lectrices. Je pense à Tu es le bonheur que tu cherches puis Le champagne de mon cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture? Tous mes livres sont en fonction de la croissance personnelle de la personne qui le lit. Tous mes livres.
particulièrement Récupérer l'ombre, puis mon dernier, en tout cas. Ils sont tous en fonction de devenir une personne adulte solide. Alors, moi, mon désir d'écriture, c'est naturel en moi. C'est comme, j'ai tout le temps écrit, tout le temps. Puis quand j'étais jeune à l'école, on appelait ça la composition. Ça stimulait la créativité. On inventait des histoires, puis on écrivait ça. Puis, moi, j'étais la king de l'école pour ça, là. Mais j'aimais ça beaucoup. Puis c'est tout le temps naturel, tellement naturel. C'est comme chanter. Chanter, c'est naturel. Moi, je chante tout le temps. Mais l'amour de la chanson, de la musique, je l'ai pris dans mon enfance. Puis l'amour de l'écriture, était en dedans de moi. Puis qu'est-ce que cette forme d'art-là, la littérature, l'écriture, te permet de plus que la relation d'aide directement? Ce que je trouve le fun, c'est que quand on écrit un livre, c'est long, c'est ardu, c'est pas facile, là, mais on sait que le livre va demeurer, hein? Les écrits restent, là. Les écrits restent, là. Moi, ça me stimule. Parce que je me dis, moi, je suis bien assis dans ma chaise, là. Je me repose ce soir, puis il y a peut-être 10 personnes qui lisent des choses intéressantes, importantes, puis... Fait que, tu sais, on dirait que ça me stimule beaucoup. Ouais. Puis c'est toujours dans le but d'aider les personnes à s'aimer, hein, à s'accepter, à s'aimer, à se connaître. Pour rejoindre de plus de monde, là, l'écriture, c'est vraiment un bon moyen parce que quand on vieillit, on a moins de force, on a moins de temps devant nous, là, tu sais. Fait que je me dis, il restera ça. Comme tu dis que tous tes livres sont écrits en fonction d'aider les gens qui les lisent, je me demande, quand on fait tout ça, tout le travail que ça demande, est-ce que ça nous aide pas un peu, nous autres aussi? Mais Laurie, ça m'aide à moi en premier, parce que quand j'écris, l'écriture, c'est une source, là, en dedans de moi. Puis ça, là, ça jaillit en mots. Puis même, il y a des fois, je reçois des mots que je connais même pas. Faut que je regarde dans le dictionnaire. Ah ouais? Ouais, jusque-là, ça va jusque-là. C'est ça, l'écriture. C'est un cadeau. Puis qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est les relations. Les relations, sexuelles aussi, mais surtout interpersonnelles. Puis justement, ça va jusqu'à la relation sexuelle, les relations interpersonnelles. Mais les relations, là, on a tellement de problèmes avec nos liens. Tu sais, des familles qui se brisent, des couples qui se séparent, on a de la misère à gérer nos relations, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas toutes, là. On ne sait pas les formules les meilleures pour communiquer. On n'a pas appris ça dans notre enfance, là. Tu sais, on peut pas avoir appris ça à la maison parce que on vient de générations qui n'ont pas eu les conversations tout le temps appropriées. Fait que je pense que moi, là, c'est toujours dans le but de l'unité du monde. Tu sais, dans le fin fond, là. Ouais. Tu me fais découvrir ça, là. c'est l'harmonie. Moi, j'aime donc la paix. Qu'on soit en paix, qu'on vive en paix. Mais pour vivre en paix, ça prend aussi des notions de paix. Il faut apprendre les notions qui peuvent nous aider à vivre en paix. Ouais, puis je pense que pour vivre dans l'harmonie, on n'a pas besoin de comprendre toutes les réalités des autres, mais on a besoin de les écouter puis de les respecter. Exactement. Puis surtout pas les juger. Surtout pas. Le jugement, je trouve, c'est la graine de sable dans l'engrenage. Un petit jugement ou un gros jugement, ça peut faire autant de mal, là. Puis ça, ça t'empêche de rouler carrosse, hein? Pour terminer, je me demandais, qu'est-ce qu'on surveille pour toi dans la prochaine année? As-tu des projets en cours de création? Parce que t'es dur à arrêter. C'est impossible d'arrêter. Tant que je serai pas morte, je pense, je vais être vivante, j'ai un cœur battant.
Pour le moment, j'ai toujours mon livre au niveau de la famille. Un livre comme de renseignements sur tout mon vécu à moi, le vécu de mes grands-pères, de mes grands-mères, tout ce que je sais au moins, je veux le léguer à mes enfants. Ça, c'est le livre, probablement le dernier livre que j'écrirai. Je suis pas comme Jeannette, moi. Je pense pas que je vais vivre jusqu'à 95 ans. Puis moi, pour le moment, j'ai ça, c'est ça qui est commencé. C'est sur ma table, là. Puis j'y travaille un peu tous les jours. Mais je veux surtout demeurer disponible, là. M'ouvrir à accepter ce qui va se présenter maintenant. Je pensais pas que je reviendrais à Saint-Félicien, là. Fait que si j'ai été reconquise par la ville, par les personnes, tout ça, ben j'ai peut-être quelque chose à faire ici dans les environs. En tout cas, je veux juste m'ouvrir à accepter, accueillir la nouveauté en toute liberté, là. Tu sais, j'ai juste ça à faire. J'ai juste ça à faire maintenant. J'aimerais donner des conférences ou partager avec des groupes, des petits groupes, tu sais. De toute façon, moi, là, parler, puis jaser, puis placoter ensemble, là, ça m'avance. Ben, c'est parfait, on fera des podcasts. Oui! Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Laurie. Bonne chance à toi dans tous tes projets. Oh, quelle belle entrevue, Laurie. Merci de nous avoir fait rencontrer Pierrette. Oui, c'était le fun. J'ai envie de revenir sur quelque chose dont on a un peu parlé dans l'entrevue, Oui. parce que ça nous permet d'entrer dans l'épisode avec notre fameuse passion commune des mots, Alex. Ah, Parce qu'il était coutume, jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, de se considérer comme un allié ou une alliée des causes, entre guillemets, qui nous tiennent à cœur. Mais ce terme-là, il a été beaucoup critiqué dans les dernières années. Puis certaines personnes ou groupes penchent maintenant plus vers le verbe s'allier plutôt que le nom. Puis il y en a d'autres qui proposent des nouveaux termes comme complice ou co-résistante. Je vous mets en note d'épisode la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones de réseau qui définit vraiment bien ces termes-là. Mais reste que peu importe les termes qu'on utilise, il y a quand même certains points qui font consensus, puis que j'ai envie de rappeler qui sont très importants. 1, tu peux pas t'auto-proclamer allié. c'est pas toi qui décides. 2, les actions comptent plus que le mot par lequel tu te définis. 3, tu peux pas être allié juste pour bien paraître. Faut que tu agisses dans la sphère privée aussi, là où c'est tough. Puis on va essayer de parler un peu de ça aujourd'hui, entre autres. Je sais que c'est impossible de devenir un expert ou une experte de toutes les situations de marginalisation ou de précarisation du jour au lendemain. Tout connaître puis être un allié avec un grand A de toutes les communautés puis individus en même temps, c'est pas réaliste. Par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas offrir le respect puis la considération de base à toutes les personnes, indépendamment de ce qu'elles vivent. Puis je pense que si la connaissance absolue est inaccessible, ben le respect absolu, c'est tout à fait réaliste comme objectif. Tu trouves-tu que j'exagère? Non. Puis c'est un peu qu'est-ce que Pierrette a dit. C'est vraiment vrai, tu sais, quand t'as parlé du regard de jugement, tu sais, c'est vraiment de partir avec le respect pour toutes les personnes, puis partir avec le « je sais pas tout à propos de cette personne-là ». Donc, j'y dois le minimum de respect, autant que je me respecte, puis que je respecte les personnes que je connais personnellement. C'est la calice de base, je suis vraiment d'accord. Oui, puis j'enfonce le clou là-dessus, là. C'est ridicule de le spécifier, mais aujourd'hui, comme toujours, les réflexions qu'on va avoir sont basées sur le principe que tous les humains devraient avoir les mêmes droits de base. Puis j'ajoute à ça que il faut pas juste avoir ces droits-là pour que ce soit égal, il faut aussi pouvoir réellement en profiter. Puis je pense que c'est là que la notion d'allié entre en compte. Ouais. Parce que les raisons pour lesquelles des personnes sont marginalisées puis précarisées, ils existent à cause des normes sociales. Si c'est essentiel de mener puis de soutenir des luttes pour l'égalité, c'est pas pour donner ce qu'on a à des personnes à qui il manque quelque chose. Le but, c'est juste de réaliser que la société est construite pour faciliter la vie de la majorité, du monde qui fait dans les normes, au lieu d'être conçue pour faciliter la cohabitation de tout le monde ensemble, tu sais. Ouais. Puis quand on s'allie à des groupes marginalisés ou précarisés, il faut toujours s'assurer de le faire par conviction, par volonté de contribuer à atteindre leurs objectifs, faire valoir leurs revendications, puis d'aider à répondre à leurs besoins, pas d'arriver avec l'impression, comme tu rappelais, qu'on sait tout ce qu'il faut pour les aider à s'adapter à notre version de la vie normale, en gros guillemets. C'est le shift vraiment de base qui fait que ça peut aider ou que ça peut nuire, là, je pense. J'ai l'impression aussi.
Bon, ça fait un bon moment que je lis sur toutes sortes de sujets en préparation de cet épisode-là. Mes informations puis mes réflexions aujourd'hui viennent de plusieurs lectures que je vais vous mettre en note d'épisode. Je mentionne quand même rapidement les principales. Donc, le livre Disability, Visibility, First Person Stories from the 21st Century, vraiment intéressant sur toutes les situations de handicap puis à plein d'intersections différentes. C'est plusieurs écrits de plusieurs personnes, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais parler aussi d'informations qui viennent du mémoire de maîtrise de Pascaline Lebrun sur l'accompagnement des demandeurs d'asile au Québec et au Canada. Les zines du CATS, la plateforme de revendication commune du REKIS concernant les personnes sourdes, signeuses et oralistes. Puis plein de comptes Instagram, notamment celui de Sophie Hagen, c'est génial, de June Pilote, de discussions avec plein d'amis, dont Émilie Duchesne-Perron qui fait nos transcriptions, qui m'impressionne toujours par la profondeur de ses réflexions. Puis d'ailleurs, ces transcriptions-là peuvent être utiles si vous êtes plus à l'aise de lire que d'entendre. D'ailleurs. Donc, malgré les différents types d'oppression ou de marginalisation que peuvent vivre les personnes, il y a quand même certains points cruciaux qui demeurent au centre des revendications de la majorité des groupes. Il y a l'accès à des conditions de vie décentes, le désir d'être considérés comme des humains à part entière, au même titre que n'importe quelle personne privilégiée, puis l'importance d'avoir les moyens de s'épanouir socialement. Je me dis que s'informer puis s'intéresser sur ces enjeux communs-là, c'est déjà un pas pire départ. Fait que c'est comme ça que j'ai découpé l'épisode. On va s'attarder un par un à ces points-là. Bolé. Le premier point, donc, qui revenait souvent, c'est l'accès au logement ou à des conditions de vie décentes. Je ne sais pas si vous saviez, là, il y a une crise du logement au Québec, au Canada. Les prix exorbitants rendent l'accès au logement encore plus fragile pour les personnes qui vivent de la précarité financière. Ou aussi les personnes dont les revenus sont juste pas considérés, comme les travailleuses du sexe dont les salaires sont non déclarés, ou les réfugiés, les demandeurs d'asile qui n'ont pas de source de revenus présentement, mais qui pourraient en avoir si on reconnaissait leurs acquis. Puis même sans ça, sans considérer la crise actuelle, ben avoir un logement adapté à ses besoins, c'est quelque chose de presque utopique pour plusieurs communautés. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap qui ont besoin de logements permettant leur déplacement en fauteuil roulant ou autres moyens de locomotion, d'équipements spécialisés pour leur autonomie. Mais oui, ça coûte cher, ces rénaux-là. Même s'il y a certaines choses qui sont couvertes par des programmes gouvernementaux, ben crime, ça coûte cher, puis c'est long des rénaux aussi. Quand on pense à combien de temps ça prend faire réparer un petit robinet qui coule dans un appart, combien de temps vous pensez que ça prend à faire installer des rampes pour fauteuil roulant? Ouais, fait que c'est ça. L'accès au logement, c'est pas pareil pour tout le monde. Puis ça compte même pas la discrimination par les proprios, qui est vécue par tout le monde des minorités visibles, les personnes autochtones, les personnes trans aussi. Puis je sais que la réalité est un peu différente si on se décentralise de la ville parce que c'est moins coûteux de se loger dans certaines municipalités rurales, mais les discriminations dont on parlait, ben, ils s'effacent pas pour autant. Puis les services sont parfois aussi moins nombreux pour des personnes, par exemple, qui parlent pas français puis qui ont besoin d'aide dans leur processus de demande d'asile, par exemple. Des réfugiés qui tentaient de s'installer à Québec ont remarqué que vraiment l'accès aux services se faisait pratiquement juste à Montréal parce que les organismes ailleurs sont pas subventionnés pour ça. Fait que t'as pas le choix de te loger en ville, mais c'est pas accessible. Tout qu'un dossier. Ouais. Le deuxième point qui ressortait dans une grande partie des textes que j'ai lus, c'est la perception extérieure par les autres, puis son impact sur l'estime personnelle, puis sur l'accès à l'emploi, d'ailleurs, entre autres. Ah, ouais. Dans le fond, chaque fois que tu as besoin que quelqu'un détermine ta valeur, les préjugés, ils sont forts. Puis ils sont ancrés dans notre société. Tu sais, on en a toutes des conceptions qui sont super remplies de préjugés puis qu'on doit déconstruire, là. Tu sais, moi, j'ai grandi au Lac. On est reconnu pour être des travaillants, des travaillantes. C'est une qualité que j'ai entendue vanter souvent comme une valeur importante, mais ça venait aussi avec une vision assez négative des personnes qui bénéficient de l'aide sociale, par exemple, ou puis qui dérivait même vers du racisme envers les personnes autochtones des communautés autour. Puis qui revenait aussi avec la présumée nature paresseuse d'un tel ou d'une telle parce qu'il était gros ou grosse. Puis quand, je pense, on se rend compte que notre cerveau vient de faire un lien comme ça, parce qu'il en fait, il va continuer d'en faire, on a été élevés comme ça, même par les meilleurs parents là, d'entre nous, là, c'est tellement ancré fortement dans la société. Ben, quand on s'en rend compte, je pense qu'on doit prendre le temps de réfléchir 2 secondes puis de commencer à corriger le chemin que prennent nos synapses là, pour tranquillement se débarrasser de cet automatisme-là. Parce que ça sert à rien d'autre que se remonter au détriment des autres. Puis ça, c'est non. Aussi, c'est intéressant parce que, effectivement, comme les préjugés puis se comparer, c'est un mécanisme, tu sais, comme pour se remonter. Mais après ça, c'est ne
ne pas s'avouer qu'on est en train de faire ça, c'est aussi un mécanisme pour pas comme réaliser qu'on est une personne avec des défauts, tu sais, de faire comme « Oh non, moi, je ne suis pas grossophobe. Oh non, moi, je ne suis pas raciste. » C'est comme refuser qu'on a des failles. Tu sais, c'est comme deux couches qui sont super nocives, finalement, pour les personnes à qui, tu sais, faut comme se demander c'est quoi le pouvoir qu'on a aussi, là, tu sais? Est-ce que c'est juste je choisis que cette personne ne soit pas mon ami ou est-ce que c'est je refuse une opportunité à cette personne à cause des préjugés que j'ai envers elle? Oui, exact. Puis quand on refuse de reconnaître parce qu'on veut pas, justement, on dit non, moi je suis pas grossophobe, ben là, Mhm. on empire notre cas parce que on continue de Oui, faire les mêmes erreurs puis on les accepte comme une partie de notre identité. ouais, Ça devient absurde. ce qui est dangereux. Puis il y a quelque chose dont on parle pas super souvent dans la perception extérieure aussi, c'est que c'est un facteur super important dans la discrimination des personnes qui sont facilement judiciarisées, mettons celles avec un passé carcéral, les immigrants illégaux, les travailleuses du sexe par exemple, même les personnes séropositives dans certains contextes. Mais c'est pas qu'on les considère comme inférieures, mais souvent dans le discours, on entend que ces personnes-là sont considérées un peu comme moins méritantes de notre aide quand elles en ont besoin ou de notre respect, comme Ouais, si leur situation, parce qu'elle est parfois un choix, parfois non, mais comme le côté possible choix de cette situation, mais ça nous crée une méfiance puis une absence de volonté d'être solidaire. ouais. Fait qu'on swatch. On entend souvent ça par rapport aux personnes trans puis aux personnes non-binaires. Tu sais, c'est tout à partir de où, comme la société décide que c'est un choix. Tu sais, même l'orientation sexuelle, ça fait pas longtemps là, qu'on s'est tout Mhm. checké dans les yeux puis qu'on a fait « OK, ceci n'est pas un choix. » L'identité de genre non plus n'est pas un choix. Le poids n'est pas un choix. Tu sais, comme société, on a encore de la difficulté à accepter que calice. Puis même si c'en était un, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin du respect, mais c'en est pas un, tu sais. Exact, parce que de toute façon, même si c'est un choix qu'on fait par rapport à nous-mêmes et non par rapport aux autres et non pour brimer qui que ce soit. Fait que rendu là, ça devrait même pas changer la quantité de respect qu'on reçoit. Exact. Puis il y a aussi l'accès aux soins de santé comme troisième point, qui est vraiment pas égal pour tout le monde. On a vu à trop d'occasions là, dans les dernières années la discrimination des personnes autochtones dans les hôpitaux qui a été mortelle. Ouais. On a parlé dans l'épisode avec Nesrine Bessaïe sur la périnatalité du traitement différent Ouais. reçu si t'es noire dans un contexte obstétrical versus si t'es blanche. Ouais. C'est plus dur d'être pris au sérieux aussi par certains spécialistes quand t'es gros, quand t'es grosse, parce que tout semble pouvoir être mis sur le dos de ton poids. Là. Un poil incarné, ah ben voilà, tu sais, on a la raison. Ouais. Même chose pour les personnes trans, l'accès aux chirurgies affirmatives dans le genre, ça nécessite beaucoup de démarches complexes, longues, difficiles sur le plan psychologique. Mais souvent, ce qui ressort quand je lis les écrits des personnes que ça concerne, c'est que ce qu'on peut faire en tant qu'allié ou pour s'allier à ces personnes-là, c'est de leur offrir de l'accompagnement à ces rendez-vous-là, de les aider à remplir de la paperasse ou juste d'être avec eux autres. C'est pas mal les choses qui ressortaient comme éléments qu'on peut faire très, très facilement pour aider. C'est concret. Voilà. Point 4, la difficulté d'accès à la vie sociale. C'est pas nécessairement difficile pour toutes les personnes précarisées, mais ça peut être vite le cas quand tu peux pas communiquer avec la majorité, souvent parce que tu parles pas la même langue ou parce que les lieux où se tiennent les activités sont pas accessibles. Puis dans le cas du contenu en ligne, parce que les créateurs ont oublié de considérer les personnes différentes d'elles. Puis là-dessus, on a toute notre bout à faire, nous autres aussi. Il y a des choses quand même simples qu'on peut faire. Sous-titrer nos vidéos, choisir des couleurs qui ressortent facilement, puis des polices claires pour nos écritures, pour les personnes non-voyantes ou qui ont des difficultés visuelles. Indiquer en mots ce qu'on voit sur les images, sur les photos, comme ça les logiciels peuvent le retranscrire. Ici, j'ai quand même le goût de faire un petit aparté puis spécifier que si aujourd'hui on peut traduire de plus en plus facilement des textes en ligne, de l'anglais au français ou à n'importe quelle langue, on oublie souvent que les langues signées, comme ils ne sont pas dactylographiées, ben, ils ne sont pas accessibles pour ces moteurs de traduction-là. Le français, il s'écrit, mais pas la LSQ, par exemple. Puis certaines personnes parlent juste la LSQ, puis lisent pas en français parce que c'est une autre langue. J'ai pas de solution miracle dans le cas du contenu en ligne par les individus, parce qu'on n'a pas nécessairement le moyen de se payer des interprètes pour nos vidéos. Mais pour la sphère sociale en général, je pense que l'omniprésence de la technologie rend de plus en plus absurde l'absence de traduction en langue signée, parce qu'il y a des écrans partout. Tu sais, à Montréal, il y en a dans le métro, dans les abribus, il y en a dans les commerces, il y en a dans les restaurants partout. Une vidéo en LSQ qui donnerait les mêmes infos que celles écrites pour les personnes oralistes, ben, ce serait vraiment accessible. Puis
c'est peut-être quelque chose à considérer. C'est fou toute la discussion depuis que tout est en ligne sur l'accessibilité de toutes les activités, qui est vraiment une discussion super de privilégiés, là, parce que, tu sais, oui, il y a toutes les choses dont tu parles qui sont fucking importantes, puis il y a aussi tout l'accès financier là, à tout ce que ça prend comme infrastructure pour avoir accès au contenu qui est en ligne. Puis en plus, c'est pas parce que tu as accès au contenu en ligne que tu es capable de le voir, que tu es capable de l'entendre, que tu es capable de le comprendre. C'est plus accessible pour les personnes qui avaient déjà accès à toutes les activités en présence, tu sais. Exact. C'est encore la majorité qui gagne, mais ça... à quoi bon? T'es correct, la majorité coalisse. Fait qu'on s'entend que tout ce que j'ai nommé là, c'est pas une liste exhaustive des trucs auxquels il faut penser, c'est juste un survol rapide des choses, somme toute assez évidentes, là, pour qu'on se rende compte ensemble que c'est pas impossible de remarquer tout seul bien des affaires. On n'a pas besoin de se le faire demander pour vérifier s'il y a assez d'espace dans les restaurants où on veut inviter une amie qui est grosse ou qui est en fauteuil roulant puis qui sera pas confortable dans les maudites banquettes, là, avec les tables tout collées. On n'a pas besoin d'aide pour spécifier dans nos événements si le lieu est accessible aux personnes en fauteuil roulant pour pas qu'elles se déplacent pour rien ou qu'il y ait à appeler d'un bord puis l'autre pour vérifier. Ou pour reprendre mon oncle Marco qui dit des trucs racistes au souper de famille. Il y a des choses auxquelles on pense pas. Il y en a d'autres qu'on sait pas. Mais il y en a aussi qu'on sait puis qu'on fait pas. Puis ça, ben on a 100% de pouvoir dessus. Puis il me semble que si on commence par travailler sur ceux-là, ça va s'améliorer. Oui, c'est un bon point. Je vous ai mis en note d'épisode, j'ai fait un petit recensement là, de sites internet, de livres, d'autres œuvres créées par des personnes concernées qui peuvent vous aider à comprendre certaines réalités spécifiques. J'ai sorti des organismes aussi qui peuvent vous permettre de vous impliquer directement pour aider certaines communautés. Peu importe ce qui vous interpelle, toutes ces suggestions-là que je vais mettre en note, je pense qu'ils valent la peine d'y accorder votre attention. Fait que choisissez ce qui vous interpelle, votre idée préférée, puis go, là, devenez pas experte de tout en même temps, puis chaque élément discriminant qu'on comprend puis contre lequel on se mobilise, ben, je pense que ça peut être utile. Pour clôturer un peu cet épisode-là, j'avais envie de te demander, Alex, puis d'ouvrir un peu la discussion at large. Qu'est-ce que tu sens, toi, qu'on a à gagner en tant que majorité puis que personne privilégiée à faire des efforts pour être un peu plus inclusive puis informée sur les réalités qu'on vit pas? C'est une bonne question, puis je trouve que c'est une question un peu, comment dire, à double tranchant, parce que je pense que la question devrait pas être qu'est-ce que nous, on a à gagner, parce que je pense que c'est pas nous qui est au centre de cette discussion-là, tu sais, c'est pour une fois... T'as raison. Je pense qu'on peut se dire, je m'en calisse de qu'est-ce que j'ai à gagner, là, je suis en train d'essayer de faire quelque chose pour les autres. Mais en plus, effectivement, clairement qu'on a à gagner à, ne serait-ce que genre, avoir des points de vue différents sur des choses qui nous intéressent ou qui nous intéressaient pas parce qu'on savait pas que ça existait, tu sais, rencontrer plus de monde. Puis, tu sais, c'est Myriam qui a dit ça dans un épisode récemment que quand on fait quelque chose pour la majorité, il y a juste la majorité qui en bénéficie, mais quand on fait quelque chose, par exemple, pour une minorité, ben là, c'est juste plus de monde qui en bénéficie parce que, veux pas, ça va englober les personnes qui ont déjà les privilèges pour pouvoir avoir accès à, par exemple, du logement ou des activités, etc. Fait que on a tout à gagner, mais comme en même temps, même si on n'avait rien à gagner, ça serait bien correct. Qu'est-ce que t'en penses? Crime, t'as tellement raison. Je suis cassée. T'as 100% raison. Je t'ai-tu collé, genre, dans ton propre épisode? Je m'excuse. Ben, ça me fait vraiment plaisir, en fait. Mais t'as 100% raison. Ouais. Ben, écoute, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou ben ça sonne le temps de la fin? Ben là, c'est parce que moi aussi, j'ai des choses à dire. Je veux dire des choses. Allô? Allô, c'est à mon tour? Bon, fait que je peux pas commencer ce segment sans faire un gros shout-out à Pierrette. Pierrette est définitivement invitée au cookout. Like, for sure. Ben, qu'on va pouvoir faire des cookouts, là. J'ai aussi besoin d'un t-shirt qui dit « Les gens qui nous regardent de haut, ben, on le sent qu'on est à la hauteur des fesses. S'il vous plaît, I need this on a t-shirt. Allô, team, de la nouvelle merch. » En tout cas, je vais reprendre mes esprits. J'ai pas énormément de choses à ajouter, puis je suis très dernière minute, en partie à cause que pour ma santé mentale, c'était bien rough cette dernière semaine. Fait que ça va être ça qui est ça.
Cette entrevue était remplie de sagesse, puis la chose qui m'est restée, c'est l'aspect d'humanité dans le concept d'allié qui a un peu été dépouillé, en fait, surtout dans les milieux militants, en tout cas dans ce qui orbite autour de moi, là. Fait que Pierrette a dit 2 choses, qui m'ont mené à cette réflexion. En premier lieu, elle a parlé de savoir s'offrir et un peu plus tard, quand Laurie lui a demandé son opinion quant à la nuance entre être allié et s'allier, de la même façon que je me considère pas comme une féministe intersectionnelle, mais plus comme une personne qui pratique un féminisme intersectionnel, elle a dit: «Être allié, c'est comme créer une distance, puis s'allier, c'est s'intégrer». Puis je pense que l'image parle d'elle-même. So, for those who are, why y'all working towards allyship? Like, what's the end game? Qu'est-ce qui viscéralement vous motive? I mean, oui, OK, l'injustice, c'est aberrant, mais après, quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tu sais, si moi, je te dis que des fois, je pleure le soir parce que je suis une femme noire, ou que je pleure le soir parce que, ben, je peux pas faire mon épicerie de manière autonome, t'en fais quoi de ça? Il y a un pattern récurrent en ce qui a trait au concept d'allié, puis c'est celui d'être prêt à crier haut et fort que nous sommes ou qu'on veut être des alliés, mais quand c'est le temps de vraiment se présenter, de poser des actions concrètes, d'être réellement confronté ou de confronter les autres, ben, il y en a beaucoup qui manquent à l'appel. Puis c'est en partie là-dedans que je trouve qu'il y a un manque d'humanité. En parlant de sa motivation à aider, Pierrette a parlé d'un feu ardent à l'intérieur d'elle. Il est où ton feu à toi? Ce sera tout pour ce soir. Si jamais tu te dis, genre, je sais pas quelle action concrète faire pour être allié, pour aller dans le chemin de la rédemption, tu peux aller sur la page Insta Your Black Best Friend et prendre rendez-vous avec moi pour mettre de l'argent directement dans mes poches pour t'accompagner. C'est une option. On peut s'en parler. C'est juste que ce sera pas gratuit. Bon, ben merci à Myriam Gabrielle Archin de nous avoir coupé la parole. Toujours un honneur. C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou Pantoute. Merci à Pierrette Coulombe de s'être prêtée au jeu via l'entrevue et de me transmettre à coup de victoire écrasante ses compétences de reine du Scrabble. Ah, quelle chance! On vous revient dans 2 semaines avec un tout nouveau bloc d'épisodes sur les normes et les biais sociaux. On va parler de colère et de grossophobie. D'ici là, on veut savoir, vous, qu'est-ce que vous avez appris récemment qui vous aide à être des meilleurs humains? Êtes-vous à bout de reprendre mon oncle Martin qui fait des jokes de gros? On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis on a même un courriel toutoutpantoute@gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas à veille de la perfection. Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, en toute solidarité bien sûr, écrivez-nous. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sur la map, mais on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de nouvelles personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Please. Merci beaucoup à Myriam Gabrielle Archin pour son nouveau segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise Vendée pour les jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June pilote aux percussions et Marie-Frédérique Gravel au mixage et mastering. Merci Audrey Laperrière pour notre visuel, Cassandra Cachero pour nos photos. Merci à Marin Blanc pour le graphisme. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, à Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Ève-Laurence Hébert pour la coordination et Mélissa Elmer à la gestion de médias sociaux. Merci Émile Perron et Katharina Villers-Morin pour notre site web. Merci à Émilie Duchesne-Perron pour la transcription des épisodes. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye!